Julien Drey, vous êtes la tête de liste PS, UDE, MRC, PRG dans le Val-de-Marne, qui est conduite au niveau régional par Claude Bartolone. Vous avez été député de l'Essonne de 1988 à 2012 et vous êtes vice-président en charge de la culture au sein du conseil régional sortant. Comment êtes-vous rentré en politique ? Oh, ça fait longtemps. Je suis rentré en politique parce qu'on était dans une autre période, on était dans l'après-68. Il y avait une grande mobilisation de la jeunesse notamment, il y avait grands espoirs, il y avait la guerre du Vietnam. Bon, donc tout ça, ça faisait un cocktail explosif. Puis moi j'étais un enfant de la guerre d'Algérie parce que mes parents étaient pieds noirs comme on dit. Donc j'étais arrivé en France en 1965, donc j'avais vécu quand même toute la guerre d'Algérie, l'après-guerre d'Algérie. Donc c'était un milieu qui était très politisé déjà. Bon voilà, 68, la guerre d'Algérie. Toutes les mobilisations de la jeunesse, donc je suis rentré en politique en 70. J'étais tout jeune, et à l'époque on n'était pas, je dirais, dans les grandes formations politiques traditionnelles qui existent aujourd'hui. D'ailleurs le Parti socialiste n'existait même pas, c'était la vieille SFIO, et donc j'étais rentré dans une organisation d'extrême gauche, trotskiste, la LCR, voilà. Puis après j'ai fait un long chemin chez les trotskistes, une bonne dizaine d'années, et en 81, dans la campagne de François Mitterrand, j'ai estimé qu'à un moment donné il fallait peut-être être dans le réel et pas simplement dans l'exaltation et dans le romantisme. Donc j'ai fait le choix d'adhérer au Parti socialiste. J'ai après avoir la suite au Parti socialiste, au début c'était pas terrible, je savais pas bien ce que j'allais y faire. Donc j'ai fait un peu plus d'associatif, un syndicaliste étudiant, puis je suis rentré dans la vie professionnelle et puis j'ai fondé SOS Racisme. Et je suis revenu à la politique par François Mitterrand d'ailleurs en 88. Vous étiez tête de liste en Essonne au régional en 2010. Que répondez-vous à ceux qui dénoncent un parachutage dans le Val-de-Marne pour ces élections 2015 ? Le parachutage, on n'a pas le temps de décoller pour atterrir. On est dans une élection francilienne. À un moment donné, il y a une répartition du travail. C'est le rôle des formations politiques, à un moment donné, de répartir ceux qui ont de l'expérience, ceux qui ont une histoire et qui sont là pour animer une campagne électorale. Donc moi, j'avais pris un peu de retrait. Et puis dans cette campagne, Claude Bartolone m'a demandé de revenir parce qu'il estimait que j'avais peut-être un savoir, une expérience dont il avait besoin. Et donc on a considéré qu'il fallait laisser la nouvelle génération en Essonne mener la bataille. Et je ne dis pas renforcer parce que je ne suis pas en renfort. Animé sur le Val-de-Marne, tous les camarades étaient d'accord et trouvaient ça sympathique, qu'avec mon expérience je viens les aider, mais on est dans une élection francilienne, je ne suis pas venu de l'Ardèche, même si j'ai beaucoup de respect pour l'Ardèche, pour défendre ses préoccupations qui sont les mêmes partout. Quels sont les projets du PS pour la région ? Alors d'abord, ça renvoie aux compétences de la région. Première chose, les transports avec les grosses infrastructures qui concernent évidemment le Val-de-Marne. Je ne vais pas y revenir parce que vous pouvez les regarder dans le département. Il y a une mutation très importante qui est en cours, avec des investissements lourds en matière de transport, des lignes qui vont s'ouvrir, le TGVAL, par exemple. Donc des choses qui vont être très importantes. Donc il faut les suivre, parce que c'est beaucoup un suivi maintenant, parce que les pistes sont ouvertes, plus exactement les études sont en cours. Donc il y a la question des transports, il y a la question de l'amélioration de la lutte contre le décrochage scolaire et l'apprentissage notamment. Nous avons dit qu'il faut qu'il y ait plus un seul gosse qui soit en situation d'échec scolaire, donc 0 décrocheur, c'est un peu la formule, mais l'idée c'est de mieux gérer l'apprentissage, de mieux investir dans l'appréhension des échecs scolaires et dans la manière dont on offre un certain nombre de solutions, de tutorat et de suivi, un travail plus étroit avec les entreprises, développer la création de ce qu'on appelle le tissu des PME-PMI en Ile-de-France, avec la maison des entreprises dans chaque département, pour permettre qu'en 24 heures, vous puissiez ouvrir une entreprise, mais une fois que vous avez ouvert une entreprise, il y a un suivi, parce que le problème souvent c'est qu'on crée et puis ça disparaît. Puis après, il y a tous les domaines d'action de la région aussi, les lycées, continuer la rénovation, maintenir l'entretien, et des choses qui nous sont propres. Et une chose très importante qui a été avancée depuis dimanche, parce que c'est un choix que nous avons fait. Nous voulons que dans le moment particulier que traverse notre pays, se mette en place un service civique pour tous les jeunes. Alors, on ne peut pas le rendre obligatoire, mais nous, on tendra à le rendre obligatoire, parce qu'on pense qu'il y a un moment où l'engagement est nécessaire pour une génération, et ce qui s'est passé doit mieux organiser plus exactement, nous devons mieux organiser la cohésion. On sent qu'il y a un besoin de citoyenneté, il faut lui donner la possibilité de s'engager dans les associations, mais au travers de toutes les relations humaines, parce que la force de notre société, c'est la solidarité, c'est d'être ensemble et pas se séparer. À partir de 1er janvier 2016, une nouvelle métropole va voir le jour, la métropole du Grand Paris. Comment vous voyez la coexistence de la région avec cette métropole qui va quand même couvrir Paris et 3 départements de Petite Couronne, c'est-à-dire une grande partie de la population? Alors, moi, il se trouve que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais un Essonien. Donc la métropole, on la regardait avec une certaine suspicion, parce que l'angoisse qu'on avait, et que moi j'ai toujours eu, c'est qu'on ait un super Paris, et puis des zones qui sont reléguées et qui sont là simplement pour fournir, excusez-moi l'expression, mais un peu la main-d'œuvre au Grand Paris. Donc moi, je crois à la région.
je crois à l'unité de la région, à l'unité territoriale de la région. Donc Paris ait besoin d'avoir autour d'elle ce qu'on appelle le Grand Paris. On le voit bien, parce que Paris étouffe, il y a besoin d'organisation en matière de logement, en matière de transport. Mais mon souci, en tous les cas, c'est comme ça que je raisonne, c'est le vrai danger pour la région Île-de-France, c'est qu'elle devienne ce qu'on appelait, quand nous sommes arrivés à la tête de la région, une région un peu de tigre, c'est-à-dire avec des tâches où tout se passe bien, puis des zones où tout se passe pas bien. Voilà. Donc la vision du Grand Paris, c'est qu'il doit être au service de toute la collectivité et de toute la région Île-de-France, pas un repli sur soi. Mais ça renvoie à tous les débats qu'on a en ce moment sur la manière dont on veut faire fonctionner la société. Voilà. En tant que vice-président de la culture, quel est votre bilan en matière de culture et qu'est-ce que vous proposeriez de nouveau dans une prochaine mandature? Alors, la spécificité de la région Île-de-France, c'est une spécificité. C'est que nous avons assumé la culture comme une compétence régionale, alors qu'au départ, ça ne l'est pas forcément. Et nous avons dit, c'était le terme que nous avions employé, qu'il fallait sanctuariser le budget de la culture. Vous avez vu que, on dit souvent qu'il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche, mais en matière de culture, il y en a une. Quand la droite arrive dans les villes, elle supprime un certain nombre de subventions à la culture, elle ferme des lieux, elle ferme des maisons de jeunes, elle ferme des théâtres. Nous avons dit au contraire, c'est l'inverse. Parce que la culture fait partie du vivre ensemble. Elle est l'élément qui permet à chacun de s'émanciper de ses préjugés, de s'ouvrir au monde, de connaître, d'échanger. Et donc nous avons dit sanctuarisation du budget de la culture, résultat, 18% d'augmentation du budget de la culture sur la mandature précédente, ce qui fait que nous avons maintenant 100 millions d'euros. Et l'intérêt de la région, c'est qu'elle n'est pas tributaire des gros investissements culturels. Nous avons accompagné la Philharmonie, qui est une belle réussite en investissement, mais nous avons beaucoup travaillé avec les associations, nous travaillons avec les festivals, avec les clubs que nous avons développés, club cinéma, club théâtre dans les lycées, ouvrir au public, c'était ça notre volonté. Et ça sera ça aujourd'hui ce que nous voulons faire. Nous avons dans notre projet voulu généraliser une expérience que j'ai mis en place, qu'on appelait les médiateurs culturels, c'est-à-dire faire qu'il y ait un adulte qui soit un référent pour les lycées et qui leur permette d'ouvrir leur club théâtre, développer leur ciné-club, faire de la musique, parce que je pense que dans la vie des établissements scolaires, la question culturelle est pas assez bien traitée. Et que notamment dans l'échec scolaire, la manière dont on valorise ces pratiques culturelles, c'est aussi une manière de redonner envie d'aller au lycée, de retrouver ses amis et aussi d'apprendre des choses nouvelles. Donc c'est ça, on a aujourd'hui 15 médiateurs, on en veut 100, vous voyez, donc c'est un effort considérable qui va être fait. Puis il y a on a mis en place beaucoup de dispositifs pour les musiques actuelles. Il n'y a pas que les grands festivals comme Rock en Scène, il y a tout le travail avec les salles, et notamment il va y avoir un problème qui va être posé, et nous avons pris l'engagement de mettre en place une ligne budgétaire qui va permettre de sécuriser les salles, parce qu'elles ont un problème de fréquentation, il faut faire très attention. La question va se poser aussi pour les scolaires, parce que les scolaires c'est un public important pour les salles, et dans le moment actuel avec l'état d'urgence on risque d'avoir une baisse de fréquentation, donc sécuriser ça en donnant la possibilité à toutes les salles d'avoir la sécurité maximum, c'est-à-dire des fouilles à l'entrée nécessaires, même si c'est pas très agréable, pour que justement tout le monde puisse sortir et aller au spectacle. Puis après il y a toutes les pratiques culturelles. J'insiste sur cette dimension-là, parce que vous avez vu que dans la campagne, même si on n'en parle pas beaucoup, la concurrente de droite, qui est quand même l'adversaire principal pour nous, annonce qu'elle va supprimer 100 millions d'euros aux associations. Ça veut dire 100 millions d'euros, c'est tout le budget de la culture aujourd'hui. Ça veut dire que c'est des dizaines de compagnies qui, d'une manière ou d'une autre, vont se faire sucrer leurs subventions. Et donc c'est tout ce travail qui est très important en amont, comme lien social, qui est très important aussi même en termes de créativité, mais qui est aussi en termes économiques. Je prends un exemple, nous avons une grosse politique en matière de cinéma. La région Île-de-France aide à la production cinématographique. Quand vous allez au cinéma, vous voyez, avec le soutien de la région Île-de-France. Bon, ben ça, c'est une relocalisation des productions cinématographiques. C'est presque 100 000 emplois grâce aux 14 millions d'euros qu'a investi la région en matière culturelle. On le fait aussi pour les séries télé, ça se développe beaucoup. Donc, vous voyez, c'est une politique qui est à la fois je dirais, culturelle au sens de développer les besoins culturels et en même temps aussi économique, parce qu'on s'est rendu compte désormais que les investissements culturels étaient plus rentables en termes de création d'emplois que beaucoup d'investissements industriels. Et ça fait partie aussi de cette image de la France. Voilà, si la France a autant rayonné et si le monde a été autant touché par ce qui s'est passé à Paris, c'est aussi parce que la culture française est aussi importante, et c'est pas un hasard d'ailleurs s'ils se sont attaqués à ces lieux culturels. Donc notre volonté, c'est de faire au contraire que ça s'étende. Et je vais prendre un petit exemple, parce que c'est un truc qui me tient à cœur. On a aujourd'hui beaucoup d'artistes franciliens qui sont des très grands artistes en termes de street art ou d'art urbain. Et on voit bien, et dans le département du Val-de-Marne, c'est assez typique, on voit bien qu'on pourrait aujourd'hui mettre en contact toutes les infrastructures qui existent avec ces artistes franciliens pour arriver à les décorer, 2-3 ponts sur la Seine où on pourrait faire des choses extraordinaires. Donc mon idée, c'est que plutôt que de laisser se développer une sorte de street art tous azimuts, d'arriver à l'organiser. C'est pour ça qu'on veut mettre en place une agence régionale de street art qui mettrait en contact les artistes
et les propriétaires ou les détenteurs de lieux qui pourraient se mettre accueillir cela. Voilà. Julien Drey, comment vous vivez cette campagne 2015 ? Vous avez suspendu la campagne pendant 2 semaines suite aux attentats qui ont profondément choqué les Français. Est-ce que cela n'a pas malgré tout un peu démobilisé les troupes ? Vous savez, la question qui s'est posée au soir, on a discuté avec Claude Barthelone, moi j'avais dit, je pense qu'il vaudrait mieux reporter les élections. Bon, mais l'exécutif, le gouvernement, a dit, mais vous vous rendez compte, si on reporte les élections, ça veut dire que les terroristes ont gagné, qu'ils ont réussi à affaiblir notre démocratie, puisqu'on met entre parenthèses le système électoral. Bon, mais c'est vrai que c'est difficile de faire campagne sur des problèmes que nous avons évoqués, et qui peuvent paraître parfois dérisoires au regard des drames et de la violence qu'ont subi beaucoup de nos concitoyennes et nos concitoyens. Mais en même temps, puisqu'on a décidé de faire vivre la démocratie, il faut faire campagne. On a, je crois, été raisonnable au sens où on a voulu garder une certaine dignité à la campagne électorale. C'est pour ça qu'on a interrompu nos travaux, mais c'est très difficile en campagne électorale d'interrompre une campagne et puis de la recommencer par la suite. Donc on va avoir une semaine un peu folle où il faut rattraper tout ce temps perdu, mais avec un message clair et important, que nos concitoyens ne se sentent pas dépossédés de cette élection et que ce ne soit pas simplement un vote un peu débridé. Il faut voter parce que c'est un acte nécessaire en démocratie. Après, on vote pour qui on veut en fonction des programmes, on fait attention. Voilà, c'est un peu ce que nous allons dire. Et moi, je ne suis pas là pour dramatiser ou pour agiter les épouvantails, mais chacun doit, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, et dans tous les cas, c'est le travail que nous allons faire, se poser la question. Quel est le meilleur moyen de rendre service à la France et à la démocratie ? C'est d'aller voter. Julien Drey, merci. Merci.